Bonjour à tous, ça fait plaisir de se retrouver sur YouTube pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je vais discuter avec Yanis. Yanis, c'est quelqu'un que j'ai outreach sur LinkedIn. Mon but, c'était à la base, évidemment, de lui vendre une prestation SEO. Il l'a tout de suite très bien vu, étant lui-même SEO par défaut. Donc, il m'a tout de suite identifié. Il m'a dit, non, mais Léo, tu vas rien me vendre. Pas à moi, pas à moi. Donc, on a discuté un peu après. Je me suis dit que c'était intéressant de continuer cette discussion, de la continuer un peu en live et de vous la poster à vous sur YouTube, de voir un peu ce qu'il avait à dire, lui qui est maintenant responsable marketing chez freelance.com, qui est une société de portage salarial, et de voir ensuite, voilà, petit à petit, comment est-ce qu'il a intégré le SEO au sein des autres canaux marketing, qu'est-ce qu'il a activé comme nouveau canaux marketing, et quelle transition ça fait, qu'est-ce que ça fait en tant que voilà SEO chevronnier, puis responsable SEO, passer responsable marketing, c'est quoi comme responsabilité en plus, et qu'est-ce que ça apporte. Est-ce que tu es prêt à avoir cette discussion aujourd'hui avec nous, Yanis, et est-ce que tu es chaud? Je suis prêt. Bah, merci pour ton invitation déjà. Très content d'être sur la chaîne. Bah écoute, ça fait grave plaisir. On va pouvoir te poser plein de questions aujourd'hui. Euh, Avant toute chose, comment ça s'est fait petit à petit cette arrivée, on va dire, chez freelance.com. T'es arrivé pour être Respo SEO chez eux, si je ne m'abuse. T'avais déjà pas mal Ouais. d'XP. Et ensuite, t'es passé responsable marketing. Comment s'est faite cette montée en puissance? Comment ça a fait cette arrivée chez freelance.com? C'était quoi un peu le feeling vis-à-vis de tout ça? Ouais, bah il y a un petit historique à faire, mais c'est vrai que ça allait un peu vite. Mais en gros, à la base, moi j'ai fini mes études, donc j'ai fait une école de commerce et j'ai été recruté en tant que chef de projet SEO pour une société de portage qui s'appelait STA Portage à l'époque. Et en fait, cette société, elle a été rachetée par freelance.com. Du coup, donc j'ai été SEO chez STA. Bon, après, je suis parti. STA s'est fait racheter entre-temps et je suis revenu chez freelance.com. Au départ sur un spectre SEO et SIA, également Google Ads. Et petit à petit, vu que c'était une période de gros changements, de restructuration, etc., bah, j'ai pris la responsabilité du pôle marketing dans son ensemble. Voilà. Oh, ok. Grave intéressant. Donc, ouais, en effet, t'étais entre guillemets chez eux. T'es parti quelques temps. T'es revenu avec un peu plus de puissance. Ouais, c'est ça. En fait, au début, j'étais chez STA pendant 2 ans, j'étais chef de projet SEO et SIA. Et ensuite, je suis parti parce que je voulais tester le modèle agence. Et du coup, j'ai fait quelques mois chez 410 Gone. On salue Patrick Valibus. J'ai fait quelques mois là-bas. C'était cool, mais au final, ouais, le modèle agence, enfin consultant en agence, ça m'a moins plu que SEO in-house. Et donc, je suis revenu à mon premier amour, entre guillemets. Voilà. Ah, top, ok. Qu'est-ce qui fait que le modèle, tu préfères le modèle in-house au modèle agence? Est-ce que c'est le fait que tu puisses aller plus en profondeur? Est-ce que c'est quelque chose d'autre en particulier? Bah, il y a plusieurs trucs. Déjà, j'ai du mal, moi, à sauter de client en client, de thématique en thématique, sans rentrer en profondeur dans le truc, sans vraiment rentrer dans la complexité du persona, ce genre de choses. Quand tu as un client où tu as une petite presta à quelques centaines d'euros et que en fait, tu dois juste, je sais pas, faire un crawl screaming frog, faire un reporting, enfin, c'est pas hyper intéressant, je trouve. C'est pas très stimulant et tu sautes de thématique en thématique. Le matin, je bossais sur un vendeur d'échafaudage, l'après-midi sur un vendeur de sas, après sur du savon de Marseille. Enfin, moi, ça m'a pas trop, ouais, ça me convenait pas trop ce truc-là. Moi, j'aime bien être dans un domaine, le poncer à fond et vraiment rentrer en profondeur sur le persona et pouvoir mettre en place des stratégies où tu vas aller le chercher même à des endroits où tu l'attends pas parce qu'en fait t'as pas que tes mots-clés principaux, en fait t'as plein d'autres champs à aller chercher et je trouve ça plus intéressant en fait au quotidien que de faire je trouve que c'est un peu du SEO industriel quand t'es en agence. Voilà. Et moi ça me plaisait pas trop. Sans bien sûr sans dénigrer le modèle agence évidemment ou le consulting.
Là, t'as raison, ça me fait plaisir que tu le dénigres pas trop parce que c'est quand même ce que je fais au quotidien, donc ça me fait chaud au cœur que tu m'attaques pas trop de manière frontale. Ouais, moi j'ai fait l'inverse, tu vois, pour le coup j'étais plutôt côté in-house, annonceur, et je suis passé sur de l'agence. J'aime bien aussi le fait de voir plus de thématiques, de changer un peu, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'on va beaucoup moins en profondeur et que tu fais du SEO de manière beaucoup plus industrielle, beaucoup plus superficielle généralement, malheureusement hein, aussi, parce qu'en fait t'as pas le temps d'aller en profondeur et potentiellement si t'as des gros budgets, des gros clients, du long terme, tu peux finir par aller en profondeur à un moment ou à un autre. Ça prend toujours du temps malheureusement. Je comprends très bien que tu sois revenu vers ce modèle-là pour la partie in-house. Maintenant, la grosse question, c'est ça a été quoi pour le coup, toi, ta stratégie SEO chez freelance.com petit à petit? Qu'est-ce que tu avais établi comme stratégie et qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné? Ah ouais, alors on a eu plusieurs étapes. En fait, moi je sortais d'école, tu vois, à ce moment-là quand j'ai été recruté. Donc en vérité, j'étais un noob. J'étais un noob SEO au début. Et en parallèle des premières actions que je commençais à mettre en place, je me formais. Et notamment, j'avais fait la formation Cocon sémantique de Laurent Bourrelli. Et en fait, j'appliquais en parallèle. Donc, une de mes premières actions, ça a été de mettre un big cocon sémantique sur le site pour aller pousser nos top mots-clés. Bon, les mots-clés, je me suis assez rapidement aperçu qu'il y avait une poignée de mots-clés qui étaient très intentionnels. On parle de portage salarial, on s'adresse à des freelances. Bon, ils veulent faire une simulation pour savoir combien ils vont gagner en fonction de leur chiffre d'affaires. Donc forcément, c'est ces mots-clés-là qui sont vraiment intentionnels et qui ramènent du biz derrière. Parce que le traf pour le traf, moi, ça m'intéresse pas. Donc l'idée, ça a été de mettre en place un simulateur, une refonte de simulateur avec un truc. Moi, j'ai un peu copié sur Meilleurto à l'époque. Big up à Meilleurto, qui font du super taf. Donc j'ai un peu copié leur simulateur et ça marchait très bien. On a des super résultats. On est monté assez vite dans les top positions. Et depuis l'époque, ben, on n'a pas trop bougé. On n'a pas trop bougé. Donc voilà, Big Cocon sémantique, évidemment du netlinking en parallèle. Ouais, je suis passé par pas mal de phases. À un moment, j'étais chez du Next Level, je faisais du lien positionné. Après, j'ai varié un petit peu. J'allais faire mon marché sur les Rocket Links et compagnie. On a même testé les PBN à un moment. Euh, voilà, j'ai testé pas mal de trucs. Euh, Si je dois en tirer un bilan, bah, pour aller un petit peu dans le sens de ce que tu disais récemment sur Twitter avec Romain, bon, le PBN, des fois, j'ai l'impression que c'est beaucoup de travail pour peut-être pas beaucoup plus de résultats que de. Alors peut-être que tu auras plus de résultats, mais en fait, l'énergie que tu vas mettre à faire ta stratégie, à faire ta maintenance, à trouver tes noms de domaine, des fois, ça vaut peut-être juste le coup d'aller acheter tes liens et voilà quoi. Après, bon, toi, tu vas me comprendre, mais l'avantage quand tu es in-house, c'est que en général, t'as des budgets sympas. C'est pas comme si tu étais un éditeur où chaque euro compte, donc tu peux te Mhm. permettre d'aller chercher un peu plus de liens pour t'assurer d'avoir ce qu'il faut. Et donc ça, c'est cool. C'est cool d'avoir cette marge de manœuvre. Donc moi, Ouais, je l'avais, donc j'en ai profité. t'as une marge de Voilà. sécurité qui est quand même assez agréable in-house et t'as bien raison de profiter de profiter tout simplement d'avoir des perfs en fait assez simplement, d'être plus assuré des perfs et de pas forcément aller chercher du ROI court terme à chaque fois, d'avoir une pensée qui est un peu plus long terme, etc. Ah. T'arrivais pour le coup chez freelance.com avec la partie ROI très SEO. compliqué à mesurer d'ailleurs. Ouais. Bah allez, bah tiens, rebondissons Ah oui. là-dessus. T'as raison. Non, mais comment est-ce que tu Ah mesures ta oui. partie ROI? Comment est-ce que tu justifies ton Bah ROI, oui, tes bah moi je budgets, ta fais pas de. dépense sur le SEO? Moi, bah oui, en fait, moi j'ai des attentes business, j'ai des attentes Hmm. de lead. Moi, quand je parlais avec mon patron, on parlait de lead. Bon, on Hmm. parlait de trafic parce que c'est toujours sympa de montrer des courbes, mais au final, on parlait de lead. Je vais pas faire du trap pour faire du trap, donc je peux pas me permettre de me dire, allez, je fais de la R&D là pendant 2 mois, j'achète que des liens, je touche à rien d'autre et je vois ce que ça fait. J'ai pas le temps. Je suis pas, tu vois ce que je veux dire, je suis pas éditeur de Ouais. site pour me permettre de faire des trucs comme ça. Donc je pouvais pas. Donc je faisais à la fois du contenu, à la fois de la technique, de la web perf, du lien. Je faisais 1000 trucs en même temps. Donc je peux pas calculer de ROI. Je peux même pas te dire si tel lien ou tel lien il marchait mieux qu'un autre. Comme tu as dit, on achète tout ce qui bouge et tout ce qu'il y a, on achète tout et voilà. Advienne que pourra. Y a pas le choix en fait. C'est Il n'y impossible a de pas le choix. calculer cette ROI parce que tu sais juste que tu as du ROI dessus. Tu sauras pas le calculer Ouais. précisément. Tu sais juste que overall, tu as un budget, tu vas t'arranger avec ton budget, tu vas te définir là-dessus et tu vas avoir du ROI sur ton budget. Mais c'est vrai que c'est super difficile de calculer le ROI sur chacune des actions, quoi.
On me disait que oui, voilà, t'as pas le confort de pouvoir faire des tests de la R&D, et donc, bah voilà, hein, t'achètes un peu en espérant que. Voilà. Ouais, Moi, bien sûr, on a tu nos dois grossir. critères. Voilà, tu peux avoir tes critères. Je veux du mot-clé positionné, je veux un peu de telle métrique, telle métrique. Voilà, on fait avec ce qu'on peut. Ok, super, super intéressant. Est-ce que j'imagine que t'arrivais pour du SEO et pour du SEA. Donc, Ouais. tu avais aussi une partie SEA qui, là, par coup, est beaucoup plus ROI-centrique, j'imagine, qui devait faire que tu avais un métier qui était un peu entre deux planches. Comment ça se passait sur cette partage entre le SEO et le SEA? Bah, alors moi, dans mon quotidien, comment je le partageais, j'ai essayé de partager mon temps de manière égale. Mais en vrai, au début, le SEO te prend plus de temps. Ah non, au tout début, j'ai commencé par du ads parce que vas-y, tu fais tes campagnes, tu laisses tourner, comme ça, en même temps, tu récoltes de la data et tu reviens dans un mois pour voir ce que t'en fais. Mais en vrai, surtout au début, c'était le SEO. Ah oui, la refonte du site aussi, j'avais oublié cette partie, mais la première action que j'ai faite, c'est que j'ai retapé le site. Ok. Il y avait un site qui était bancal, j'ai foutu un WordPress, Elementor, et je suis parti d'un truc comme ça, et on a refait complètement le site. Et ça m'a pris pas mal de temps. En parallèle, on avait du ads qui tournait, parce que la landing page, tu peux la faire un peu indépendamment du site. Et après, bah, tout le reste, tout ce que je te disais depuis tout à l'heure. Donc Ouais, ouais, donc après, c'est. bah, après j'avoue que c'était très focus search, hein. On est allé sur de très intentionnel, encore une fois, simulation de salaire, machin, parce que c'est ce qui t'apporte le plus de ROI le plus rapidement, hein, tout simplement. Voilà. Ok, ouais, super intéressant. Est-ce que ton patron, ton boss, quand il voit deux channels comme ça, un channel ads qui rapporte du ROI tout de suite et un channel SEO qui met longtemps, où tu fais de l'investissement, où tu peines à calculer le ROI, il a tendance à se dire, bah, on va faire que l'un ou que l'autre. Est-ce qu'il a tendance à se dire, faut couper le SEO parce qu'il y a que l'ADS qui va payer de toute façon, etc. Parce que c'est des choses qu'on entend parfois et je sais pas si c'était le cas et tu as dû te battre pour continuer le SEO de ton côté. Alors moi j'étais dans un cas un peu spécial parce que j'avais un N plus 1 et un N plus 2. Bon, le N plus 2 c'était le patron de la boîte. Mon N plus 1, il était déjà très compétent en fait sur les sujets marketing. Le SIA, il connaissait, donc il savait que les deux canaux avaient leurs forces et qu'il fallait travailler les deux. Donc à ce niveau-là, il n'y avait pas de souci. C'est vrai qu'au début, le big boss, il n'était pas convaincu de tout. Mais en fait, dès qu'il a commencé à voir les premiers leads arriver et parce qu'en fait, tout de suite, quand on signait un nouveau freelance, en fait, on mettait un comment vous nous avez connu. En fait, quand il a Ouais. commencé à voir les premiers Google arriver, il m'a dit avec carte blanche, envoie. Ouais. Et on n'avait plus de soucis de négociation de budget, tu vois, parce que voilà, il a vu que c'était un vrai canal d'entrée. Après, on a toujours eu du mal à mesurer, enfin, à vraiment splitter ce qui vient du SEO et du SIA. En fait, si t'as pas un CRM un peu costaud, type HubSpot, ce qu'on a aujourd'hui d'ailleurs, ça me change la vie, c'était un peu difficile, tu vois, parce que bah, t'as le mec qui vient en ads, donc t'as les UTM qui vont te dire il est venu du ads, mais il suffit que le mec se balade sur une autre URL, l'UTM il saute. Donc Ouais. voilà, il fallait un peu de dev pour te dire tu le stockes dans le cookie ou j'en sais rien. Bon, nativement, ça existe pas, donc on avait un peu de mal à faire le split, tu vois. Donc nous, on se disait, voilà, c'est le search, c'est le SEO, le Ouais. SIS, c'est complémentaire et on n'est pas trop capable de mesurer qui rapporte quoi. On sait juste que le marketing, ça rapporte. Parce qu'à la fin, les mecs, ils disent Google, en fait. Quand ils te disent Ouais. comment je vous ai connu, c'est Google. Donc au final, ça peut être du SEO, du SIA, mais effectivement, ouais, on a eu du mal hein, sur cette partie-là. Après, on s'est amélioré sur le tracking et c'était un peu mieux. Parce que tu as les conversions sur Google Ads. Donc, tu essayes t'essayes de faire des rapprochements en fonction des leads que tu as rentrés. C'était un peu bancal, mais bon. En tout cas, le SEO a toujours été meilleur, honnêtement. J'ai toujours Ok. eu plus de résultats en SEO qu'en SIA. Le SEO, il m'a toujours apporté beaucoup de leads de façon continue, régulière, alors que le SIA, c'est variable. Il y a des fois, tu comprends pas pourquoi, mais ça dépense, ça convertit pas, alors que t'as même pas touché au mot-clé, t'as pas touché à l'annonce, t'as pas touché à la landing page. Tu sais pas pourquoi. Donc, c'est Google, hein. Ouais. Le SEO, c'est quand même, Et quand t'as ta position 1-2 sur des mots-clés intentionnels, en général, ça rentre en continu et ça fait plaisir.
Ah, le volume global en SEO, il est assez énorme en fait. C'est Ah un ouais. truc qui est assez fou. Souvent, les gars en SEA, ils disent, bah, tu peux débloquer du volume rapidement, c'est vrai, mais le volume global que tu vas aller chercher en termes de volume de visite, volume de conversion, il est souvent quand même bien meilleur en SEO. Ouais. Quand tu es un peu mature sur le marché, que tu as quelques années C'est ça. d'expérience et que tu as travaillé ton SEO, quoi. Faut juste accepter que tu vas attendre quelques mois avant d'avoir ce flux continu, quoi. Donc c'est Ouais. vrai que le ads au début c'est cool. Et c'est cool aussi pour tester tes mots-clés, voir si t'as de l'intention derrière, tu vois. Moi typiquement j'ai des mots-clés, tu peux te dire d'instinct ça convertit, mais tu vois pas forcément. Je Mhm. donne un exemple, portage salarial plus métier. À des époques, j'ai fait des campagnes ads dessus, portage salarial développeur, ce genre de truc. Tu te dis, bah, c'est super ciblé, super intentionnel, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai pas eu des résultats dingues. Donc, c'est cool quand même de tester tes mots-clés en termes Ouais. d'intention pour savoir si tu vas aller investir dessus en SEO, si tu vas aller bosser une belle page, acheter du lien et compagnie, tu vois. Ouais, Voilà. clairement. Grave intéressant, les synergies SEO, SEA. Est-ce que tu as senti peut-être un boost quand tu actives ou désactives le SEA par URL? Est-ce tu vois qu'il y a quand même un truc où genre le SEA il a tendance à booster le SEO? Moi, c'est souvent un truc que je dis aux clients en mode le SEA, je pense que ça a tendance à booster le SEO et si on peut bider sur les landings SEO, c'est Hmm. top. Après, peut-être que tu bides sur des landings qui sont hors du site aussi et que du coup, t'as pas de cette influence sur le SEO. Alors, c'est pas hors du site, mais ça va pas être mes mêmes URL qu'en SEO. Elles sont pas indexables, quoi, ouais, du coup. Ouais, elles sont pas indexables. Moi, en fait, mes landing pages en SEO, bah, j'ai des contraintes SEO. Donc, un Hmm. putain de texte en dessous. Euh, c'est pas des trucs que j'ai envie de mettre sur une landing page. Tu vois, en landing page, je Hmm. préfère mettre à fond des messages marketing, de la réassurance, que des trucs comme ça. Et pas me mettre un texte de 3 Un pavé, kilomètres à quoi. la fin. Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, Ouais. c'est pas les mêmes URL. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pas vu de corrélation très forte entre mes classements SEO et l'activation des ads. Hmm. Voilà. Après, si tu veux, j'en fais depuis tellement longtemps. En fait, j'ai toujours fait du ads en parallèle. Hmm. Et j'ai jamais vraiment arrêté. Donc, Ouais, donc donc tu c'est un n'as peu. pas pu voir Ouais, le ça se coup de trouve, en tuyau, quelque fait, chose comme ça, quoi. ça se trouve, ça a toujours boosté et, sans que je le sache parce que je stoppe jamais d'en faire. Parce que je peux Ouais. pas, parce que le marché du portage est tellement concurrentiel que ça envoie du ads à toute patate. Donc, je peux pas me permettre. Donc, voilà. Après, tu vois, bon, en intro, tu disais freelance.com, c'est une société de portage. En fait, freelance.com, c'est le groupe. Et dedans, il y a Hmm. des sociétés de portage. Moi, je travaille Ouais. sur deux marques précisément, que sont Openwork et Admission. Et pour le coup, Admission, c'est là le site et la marque de portage qui domine le plus sur le marché du search. Mhm. Les mots-clés de simulation, le mot-clé portage salarial, c'est Admission qui ressort le mieux. Jusqu'à il y a 2 mois, il y avait pas de ads sur Admission. Tu Ok. vois. Et pourtant, on a toutes les top positions depuis des années sur Admission. Ok. Donc, la réponse, c'est je sais pas. Corrélation, je sais pas. Ouais. Ouais, Voilà. t'as des preuves qui te font voir les deux, donc ça fait plaisir. Ça nous donne, ça brouille encore un peu plus les pistes, c'est parfait. T'as entretenu le C'est ça. mythe, Nélis. Voilà. Il y a un moment où t'es passé du coup de responsable search, pour le coup, à responsable marketing, qui va être un scope qui va être un peu plus général. Ouais. Euh, à quel moment est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est un truc où tu vois ton N+1 il part, où on décide d'activer d'autres channels, où on te propose la situation parce que tu es super perf, on a envie d'activer d'autres choses? Comment est-ce que ça se fait cette transition? Bah, la transition, comment elle se fait? Bah, c'était une période de grosse restructuration dans mon groupe. Donc, au départ, on avait un pôle marketing qui était splitté. Donc, on avait un responsable qui était l'ancien responsable marketing dans mon ancienne boîte, STA. Donc qui a récupéré le service et il était splitté en deux. On avait une partie entre guillemets marketing opérationnel, donc réseaux sociaux, l'emailing, ce genre de choses. Et on avait la partie acquisition. Et là, on avait toutes les activités de SEO, de SI et ce genre de choses. Et à un moment, bah, en fait, par manque de bande passante, il a fallu mettre une tête sur toutes les activités de marketing parce que cet ancien responsable, enfin, c'est pas un ancien responsable marketing, il l'est toujours, mais il a le double scope de l'IT et du marketing. Ah oui, en effet.
pour un groupe comme freelance avec tous les enjeux, tous les outils, gérer du marketing, une équipe comme ça, marketing en direct, c'est un peu compliqué. Donc il a fallu mettre quelqu'un pour gérer le marketing et qu'il ait moins d'interlocuteurs. C'est comme ça que ça s'est fait. Et comme j'avais de bons résultats en acquisition et que je me débrouille assez bien même sur les autres sujets marketing, euh, du coup, on m'a proposé ce poste-là. Voilà. Et donc Ok. aujourd'hui, c'est un scope marketing vraiment au sens large, quoi. Hein. Donc, tu as toute la com, les réseaux sociaux, la création de vidéos, évidemment toute l'acquise, la prospection, tout ce qui touche au CRM. Le CRM, HubSpot, c'est un métier à part entière, en fait, ce truc, tu vois. Enfin, c'est un truc de dingue. Tu peux mettre une personne qui s'occupe que du CRM, en fait, tellement ça peut aller loin, tu vois. Euh, En fait, voilà, ça balaye tout ça. Donc, c'est pas de tout repos. Ok, donc ouais, t'as vraiment. Alors, ça me fait sourire sur la partie HubSpot parce que c'est vraiment. Je suis chez HubSpot aussi depuis quelques temps et Ouais, la machine infernale, la machine à broyer de la data, à faire des trucs fantastiques, mais tu peux mettre quelqu'un à temps plein. T'as raison là-dessus. ouais, c'est ça. Enfin, Euh, moi, je suis pas le responsable HubSpot, mais je veux dire, il y a tellement de mes activités qui dépendent d'HubSpot de que je possibilités. suis obligé de mettre le nez dedans, bosser avec les devs pour développer des nouvelles fonctionnalités. Mhm. Euh, En fait, c'est énorme. Mais en Ouais, même temps, ce que ça m'apporte, je me plains pas. Je me plains pas ouais. parce que d'avoir un truc comme ça où tes visiteurs, tu vois exactement ce qu'ils font, tu vois exactement leurs sources. Si pour le coup, tu arrives vraiment bien à splitter, parce que c'est du SEO, du Google Ads, du Meta, et à la fin, tu arrives à calculer ton ROI super facilement. Les leads, ils rentrent dans un pipe de transactionnel, tu sais où ils en sont, tu sais si c'est assigné. À la fin, tu es capable de dire, bon, sur ce canal, j'ai mis tant, ça m'a rapporté tant, et en fait, c'est magique. Alors qu'avant, Ouais. j'étais un peu à l'aveugle, tu vois. Et ça change tout. Ouais, 100%. Ouais, ok, bah écoute, ça fait vraiment plaisir d'avoir de piloter le marketing avec de la data. C'est un truc qu'on a tendance à pas tout le temps faire Ça parfaitement. semble Donc c'est évident, cool que mais tu en le fait, fasses. la mise en place d'un truc comme ça, bien huilé, c'est tellement, en vrai, c'est tellement complexe que tout le monde Mhm. ne l'a pas, mais en vérité, tout le monde devrait l'avoir. Et puis, Normalement, t'es pas c'est censé mettre de l'argent sur un truc sans avoir une idée, un minimum concrète de combien ça va t'apporter, tu vois. Et si t'as pas tout ce et truc-là, c'est compliqué. quand les gens ils le font sur un e-commerce par exemple, tu vois, où c'est facile parce que c'est du transactionnel direct et parce que tu peux tout traquer Ouais, on-site directement et que t'as pas des funnels internes et que t'as pas un système de B2B avec des process de vente plus longs et plus ouais, complexes, c'est pas la même chose. Je suis en 100% d'accord. ouais, Mais en effet, dès que tu passes dans des process qui sont un peu plus complexes, où tu dois passer dans du CRM, où tu as des outils externes et tout, souvent ouais. c'est très difficile de tout passer sur de l'analytics et tu as besoin d'avoir un CRM qui recoupe tout. Donc ça fait plaisir. Moi, c'est une étape à laquelle je devrais passer pour l'instant. Ouais. J'ai pas un département marketing assez gros pour pouvoir me permettre de prendre la licence de spot marketing là, mais bientôt, bientôt. Une question que je me posais, c'est du coup, tu es passé d'un truc où il y avait une partie acquisition que tu gérais un peu en partie et une partie, on va dire, que tu appelais opérationnelle, Ouais. qui est une partie qui a l'air d'être plus communication, branding, tu vois, faire vivre la marque, entre guillemets. Est-ce que c'est pas difficile comment dire, d'accepter cette partie acquisition, enfin, cette partie communication, branding, etc. quand tu viens de l'acquisition? Moi, je sais que c'est un truc où je me suis toujours dit, ah, c'est bullshit, tu vois. Ils font pas de l'acquise, c'est bullshit. Et ils mettent en avant des valeurs, etc., etc. Je suis en train de Ouais. revenir là-dessus parce que tu vois, c'est un truc que en développant Non, une mais ouais, propre ouais. marque, bah, Non, mais voilà, mais j'ai, je comprends totalement ta question et je pense que ceux qui font de l'acquisition, qui sont habitués au ROI, de se dire voilà, j'ai mes Mm. conversions, j'ai mes trucs, c'est vrai que quand on voit le métier, je vais appeler ça la communication, Mhm. j'avais des a priori aussi. Je mens pas, j'avais des a priori et je trouvais, et je trouve toujours aujourd'hui un petit peu que c'est un taf un peu confortable, en vrai. Parce que tu produis, mais tu as une obligation de production, t'as pas une obligation de résultat, en Mhm. fait. Donc c'est plutôt, je trouve que c'est assez confortable, c'est bien. Mais maintenant, bullshit, non, je dirais pas que c'est bullshit. Je dirais pas que c'est bullshit. Déjà, c'est du taf. En vrai, c'est du taf de préparer les newsletters, de préparer les posts de réseaux sociaux. En vrai, faut pas sous-estimer. Sauf si tu le fais à l'arrache, tu vois. Mais si tu veux faire des trucs un minimum bien, c'est du taf. De faire ton carrousel, de faire, euh, de faire des vidéos. La vidéo, en fait, c'est encore une fois, c'est comme HubSpot, c'est un métier à part entière, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai recruté des alternantes qui ne font que des vidéos, tu vois. Enfin, une grande majorité de leur temps, c'est pour faire des vidéos. Parce que c'est un taf de penser au concept, de rédiger des bons scripts, de tourner.
de mettre des effets de caméra, du montage, c'est un taf à part entière. Si tu veux faire de la vidéo propre, correcte, qui sort du lot, bah faut mettre les moyens, tu vois. Et c'est pas de l'acquise en soi. Bon, mais c'est pas bullshit non plus. Euh, donc oui, j'ai eu un petit temps d'adaptation, mais non, non, bah, après coup, non, je pense pas que c'est bullshit, c'est nécessaire. Mais il faut se sortir de la tête que faut, faut pas avoir les mêmes attentes ROI sur ça que sur du SEO, du SEA. Faut se dire que voilà, c'est un peu du branding, ça participe à l'image de ta marque. Si t'as des clients qui sont déjà chez toi, ils voient des trucs sur les réseaux sociaux, ça alimente, ils se disent ah ma marque elle est vivante. Donc peut-être que ça a un impact aussi j'ai perdu le terme. La rétention, le churn. La rétention, voilà. Voilà. Après, j'avoue, c'est du doigt mouillé. Mais moi, quand je le dis, ça sonne bullshit. C'est un peu du doigt mouillé et c'est vrai que c'est tout ce qui n'est pas mesurable. De toute façon, on n'aime pas ça, nous, qui venons de l'acquise. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu le fais pas, tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Si tu n'alimentes Ouais. pas tes réseaux sociaux, tu fais pas de newsletter, tu sais qu'il y a un truc qui va pas et aussi par rapport en interne, toi, tu as été en interne, quand tu fais de l'acquise, tu sais que tu remplis le CRM des sales. Donc tu sais que tu as un impact business fort sur la boîte. Mais quand les gens ne voient pas des posts sur les réseaux sociaux, ils croient que tu fais rien. Et on vient te parler de oh super ce que vous avez fait le marketing que quand tu as fait un truc un peu visible. Sinon, en fait, parce que quand tu bosses en vérité, tu as aussi un marketing à faire en interne. Il faut que tu fasses valoir ton taf, tu vois. Et en fait, si tu fais pas un minimum de trucs, t'as pas l'œil entre guillemets, et ben on dirait que tu bosses pas. C'est faux, Ouais. tu vois. Et moi, je sais qu'en fin d'année, on va me demander des fichiers Excel avec des nombres de leads et des nombres de conversions et des signatures, et c'est sur ça qu'on va me juger, pour savoir si je Ouais. continue de bosser avec moi. Donc, je suis obligé de mettre le focus à fond sur ça. Mais à côté, je suis aussi obligé de mettre l'accent sur des trucs un peu plus visuels, un truc un peu plus frappant, tu vois. Ouais. Donc, ouais, t'es obligé de faire les deux. C'est comme ça. Ouais, il y a la performance qu'on mesure sur laquelle tu seras jugé en fin d'année et tu auras un bonus si jamais C'est tu as fait du ça. bon C'est travail. ça, faut pas Et la le. performance Oui, alimentée au quotidien, faire voir que le marketing c'est aussi sa vie. Voilà, on fait des posts sur les réseaux sociaux, regardez les gars, etc. Et c'est des choses ça. qui font un peu plus, C'est ça. qui font plaisir à l'équipe, quoi, un peu. C'est ça. Mais bon, C'est, entre gens de l'acquise, on se sait. On ouais, sait ce qui remplit le CRM. ouais. Et on sait ce qui rapporte du biz et ce qui est important à la fin, quoi, tu vois. C'est ça. Euh, C'est ça. même si bon, voilà, faire créer un peu de Mais cohésion tout est important. autour d'une image de marque, voilà, ça aussi, c'est important, évidemment. Tout est important. Euh, C'est quoi un des plus gros challenges, on va dire, quand tu passes, toi en l'occurrence, de la partie uniquement search, acquise, etc., à une partie plus globale? Est-ce que c'est le fait de rencontrer plein de nouvelles personnes? Est-ce que c'est le management d'une équipe qui est pas héroïste, justement? Est-ce que c'est, tu vois, l'alignement de toute l'équipe marketing? C'est quoi les choses qui sont les plus compliquées dans ce nouveau challenge? Bah, en vrai, j'ai pas eu trop de complications sur le fait d'adopter ces nouvelles thématiques, entre guillemets. Ça s'est passé plutôt tranquillement, surtout que les gens avec qui je bosse sont top, donc ça se passe très bien. Moi, le challenge que j'ai eu, en fait, c'est tous les trucs qui viennent se rajouter en plus, en fait. Quand tu as le scope du marketing, tu vois. Et on te sollicite beaucoup sur plein de sujets, RGPD, ce genre de trucs. Et en fait, tu te rends compte que dans ta journée, tu as peut-être bossé que la moitié du temps sur vraiment le marketing, en fait. Et tu as plein de trucs qui viennent graviter autour, que tu es obligé de gérer, qui te prennent du temps. Euh, Ça, et bien sûr le management. Management, le recrutement, ça c'est des trucs sur lesquels j'ai pas énormément d'expérience, qui sont un peu nouveaux pour moi. Et c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Ouais, Bah c'est ouais, un c'est métier. pas simple. Donc je pense que mes plus gros challenges, ils sont plutôt sur tout ça que vraiment sur l'élargissement de mon spectre. En vrai, ça, sur ce côté-là, ça se passe plutôt bien. J'ai rien à redire. Mais ouais, Oh, ok. je dirais plutôt management, recrutement et voilà tous les sujets qui gravitent un peu autour de tout ça.
Ok, grave intéressant. Est-ce que tu as recruté du coup potentiellement ton remplaçant, la personne qui s'est occupée de la responsabilité search, ou c'est un truc que tu as gardé un peu dans ton scope facilement parce que forcément quand tu montes en grade, tu peux garder une partie de ton scope. Comment ça s'est passé pour ton propre remplaçant déjà Ouais. pour commencer? Alors pour le SIA, j'avais déjà quelqu'un avec moi. Mhm. Pour le SEO, j'ai recruté un alternant qui était en support avec moi. Mais même en passant, en prenant tout le spectre marketing, j'ai pas réussi à lâcher le SEO complètement en fait. Bien sûr. Non, mais en fait, tu peux pas parce que déjà c'est mon canal majoritaire d'apport de lead. Donc en fait, c'est hyper important. Tu peux difficilement prendre des risques et prendre le risque de perdre des grosses positions parce que là, ça va se voir vraiment tout de suite en impact business. Donc j'ai eu du mal et donc je bosse avec cet alternant qui est très bien depuis un an, avec qui on va probablement continuer à la fin de son alternance et qui là est en phase de grosse montée en compétences pour récupérer l'ensemble du spectre SEO. Je pense que j'aurai toujours mon nez dedans parce que on ne peut pas quitter le SEO. Parce que t'aimes ça, c'est tout, c'est ok, Yannis, Oui, t'as le droit de le dire. une fois que tu te mets dedans, tu le quittes pas, tu le quittes plus. Donc non, j'aurai toujours mon nez dedans. On a toujours nos petites accointances, tu vois. Mhm. Mais il faut apprendre à déléguer, en vrai. Parce que t'as une journée, tes journées elles font pas 48 heures, elles font que 24 heures. Donc il faut apprendre à déléguer. Et j'apprendrai à déléguer. Et je pense que la personne qui est là avec moi sera tout à fait à la hauteur. Donc ça ira. Et puis un autre point positif de quand t'es in-house, c'est que t'as un petit peu de moyens. C'est que t'as un blocage sur un truc, ben tu peux faire appel à un prestat pour débloquer la situation sur un truc précis, pour venir t'aider pour un truc précis. Là, par exemple, je viens de faire appel à un prestat pour faire une petite presta de web perf, tu vois. Voilà, j'avais des Mhm. scores PageSpeed qui étaient pas dingues. J'ai fait appel à un prestat. En quelques jours, il m'a tout mis au vert. C'est Kevin. D'ailleurs, je lui fais la pub parce que il est top. Kevin qui fait plein de plugins WordPress sur Twitter, tu dois le connaître. Ouais, je vois bien, très très bon. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc c'est pas parce que tu as des gens en interne que t'as pas le droit de faire appel de temps en temps à une expertise sur des points précis, tu vois. Mhm. Ah, c'est top. Donc voilà. Ouais. Ou Ok, un super netlinker, au intéressant. hasard. Un netlinker au hasard. Au hasard. Souvent, c'est un truc que tout le monde aime bien externaliser, hein. Même les agences, les aiment externaliser pour le netlinking, hein. C'est un truc de ouf. Ouais, mais Euh, enfin, moi le netlinking, je l'ai complètement externalisé. Moi j'avoue pas chez Léo, mais c'est vrai que je l'ai complètement externalisé. Bah tu sais chez qui je l'ai externalisé. Je le dirai pas parce que là c'est un concurrent direct pour toi. Mais moi, je pense que dans les SEO, c'est le truc qui me fait le plus chier. hmm. C'est de passer des heures dans des catalogues à essayer de chercher les bons liens avec les bonnes métriques. Et tu le fous dans SEMrush et tu vois des fake mots-clés et t'es Hmm. dégoûté, donc t'y retournes. Ah ouais. Et après, faut checker, est-ce que l'encre elle est bonne? Est-ce que la page elle est bien reliée au site? Est-ce qu'elle est pas orpheline? Ouais. Oh là 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 là. Ça m'a gavé pour le coup. Donc ça, j'ai complètement externalisé. T'as raison, souvent c'est un scope. C'est trop marrant, c'est un scope qui est vraiment, les gens ils l'adorent ou ils le détestent. Moi je l'adore pour le coup, mais il y a plein de gens qui Toi, le après détestent, toutes qui le ces trouvent un années, peu tu comme kiffes une. toujours faire Ah, ces moi, c'est trucs? un truc de ouf, je kiffe Ah ouais? toujours. Mais après, ça, c'est vraiment, je suis le seul, un mec, tous les gens que je côtoie, ils me disent, non, mais le netlinking, c'est relou, j'en peux plus, nanana. Moi, mec, j'ai un collègue avec qui je rigole souvent de ça, et on se met tu te mets un bon album de rap, et tu pars sur une plateforme de backlink, et là, t'es en mode, tu vois, ça part, c'est sportif, j'adore, quoi. Moi, c'est mon kiff. Mais après, c'est mon kiff, tu vois, c'est SEO forcément. Observer, comparateur de domaine, on fout 1000 trucs, on fait des filtres, on fait des Exactement. trucs. Moi, J'invente des index à chaque fois, tu sais, je fais des calculs sur des métriques et tout que j'invente avec des logarithmes et tout. Je suis dans un espace-temps. Je me rends compte que mon index c'est de la merde et que en fait c'est juste de l'instinct tout ah ça, ouais, mais tu te fais ton propre j'adore faire ça. PFPF. Ouais, exactement. Je fais des calculs basés sur toutes les métriques qu'on a, tu vois. Et je me fais ma petite Ouais, sauce, ma petite popote interne, quoi. ouais. Donc c'est un truc que j'aime beaucoup faire, mais bon, c'est parce que j'aime ça. Je comprends que les autres, ça les passionne un peu moins. Ça m'attriste toujours qu'on considère un peu ça comme un sous-métier dans le SEO, mais je trouve ça cool quand même. Est-ce que tu as activé d'autres channels du coup? Au moment où tu es sorti du scope search, est-ce que Bien tu t'es dit sûr. tiens, j'aimerais bien acquérir du lead, aller remplir le CRM avec autre chose que du search? Qu'est-ce que tu as Yes. activé? Comment ça s'est passé? C'était quoi la démarche derrière? Ouais. Bon, il n'y a aucun channel aujourd'hui sur lequel on est aussi mature que sur du Google Ads, enfin du Search Ads, parce qu'on fait aussi du Bing.
et du SEO, mais on commence à tester des canaux qui montrent, alors certains montrent des résultats pas trop mal. Donc il y a Meta, évidemment, Meta Ads, forcément. donc sur Facebook et sur Insta. On a que des créas statiques pour le moment, Mhm. mais on a des vidéos qui arrivent. Euh, on a des super vidéos qui arrivent, donc on va tester tout ça. Mais déjà, avec nos créas statiques, ça fait du lead. Ça fait du Ok. lead. Là, je vois bien dans HubSpot que ça vient de ce canal-là. Donc, ouais, Meta, on est en montée de compétences dessus. LinkedIn, j'ai fait des tests par le passé qui n'ont pas été concluants. Je la trouve compliquée, cette plateforme. Donc, Ça coûte je trop vais y cher. retourner, LinkedIn mais Ads, ouais, c'est cher. c'est le Ouais, mais prix tu du vois, LinkedIn Ads. ouais, Ah, ouais, mais c'est ta cible. je sais qu'il y a des mecs qui arrivent à, enfin, j'ai vu des gars là sur LinkedIn, ils arrivent à avoir un CPC plus bas que ce qu'ils t'annoncent en fait quand tu crées ta campagne. Je sais pas comment. Ok. Ils arrivent à opti le truc assez fort pour à la fin avoir un CPC qui est bas. Donc, ouais, moi, LinkedIn, ça me paraît un peu flou. Si j'y retourne, je vais me faire accompagner de quelqu'un qui a un gros level dessus. Euh, mais là, ouais, à date, ça va me faire un peu peur cette plateforme. Est-ce que quand tu as activé Meta, tu t'es fait accompagner aussi? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as lancé en interne avec les skills que vous aviez? Comment est-ce que ça s'est passé Non, pour le lancement de Meta? la méta, on a lancé un peu dans notre coin. Mhm. Donc on s'est pas fait accompagner, mais je vais bientôt me faire accompagner. En fait, on va lancer des trucs. Là, j'ai commandé des vidéos à un Presta, pareil. On a des super vidéos vraiment calibrées pour du ads, tu vois, avec le hook et tout qui va bien. Ouais. Donc ça, on va les balancer et on va voir ce que ça donne. Et quand j'aurai un peu de data, je pense que je ferai intervenir quelqu'un qui va auditer tout ça et nous donner, euh, et nous donner la voie à suivre, quoi, pour s'améliorer. Ouais. Pareil pour LinkedIn. Non, LinkedIn, je vais pas relancer, je pense, dans mon coin. Trop compliqué. Mhm. Et quoi d'autre comme canal? La prosp. Eh oui, la prosp. Cold Ah ouais, la emailing. poste, bah Ouais. ouais. Cold emailing. Ouais. Est-ce qu'on considère que c'est de l'acquise? Ouais, c'est de l'acquise, mais outbound. Ouais, Coldmail, ouais, 100%. Voilà. Donc, acquise, pareil, c'est un canal que j'ai activé il y a quelques mois, qui n'a pas donné de bons résultats jusqu'ici. Hein. Ok. On va changer notre fusil d'épaule. Là, on a eu une certaine approche, on va changer d'approche. Et du LinkedIn aussi. Donc, cold emailing et LinkedIn. C'est les deux axes qu'on a en prospe. Mais c'est un peu LinkedIn, compliqué parce qu'il faut te ouais, ce que calibrer j'allais avec dire. les sales. Cold DM sur LinkedIn, du coup, sur la Ouais, partie acquise LinkedIn que tu disais. Ok, ouais, ok, ouais, ouais, Cold c'est Prospe ça. sur C'est LinkedIn. en Ok. mode Ok, ok. Walaxy, Je vois très scénario. bien. Oui, mais T'inquiète pas. T'imagines bien. on était victime, il me semble. C'est Donc, exactement ça. Tu l'as vu passer dans tes, ouais, dans c'est tes ça. DM, mec. Mais tu vois, c'est facile quand t'es. Pour toi, c'est simple parce que tu prospes toi-même, tu paramètres ton truc et tu vas. Nous, tu vois, en fait, on se calibre avec les sales. Il Ah, vous faut devez prosper avec que, les comptes des déjà, il faut sales, qu'ils que ça soit acceptent bien fait. que, voilà, il faut qu'ils acceptent d'utiliser leur compte pour prospe. C'est pas Mhm. tous les sales qui acceptent ça, contrairement à ce qu'on peut penser. Et bah, des fois, je sais pas, il y a une réponse qui va être un peu violente, ça va perturber le sales, il va dire tout. En fait, tu te dis, est-ce que je vais pas monter des faux comptes pour prospe et quand il y a quelqu'un qui est intéressé, là, on envoie un sales. Voilà, c'est des questions qu'on se pose, mais je pense que Ouais. c'est pas très éthique de faire ça. Donc voilà, le cold emailing c'est plus simple. C'est plus simple parce que là c'est du mail. Donc, la vraie difficulté en fait c'est surtout de trouver des bases pertinentes qui soient Ouais. pas usées 1000 fois et que ton copywriting il soit bien calibré avec la cible que adresses. Le vrai Ouais. travail il est plutôt là. Après le technique de monter ton adresse mail, machin machin, ouais, tu le fais une Ça fois. Après va. ça tombe. Voilà. Je pense que c'est vraiment un canal. Le call mail, je pense que c'est un canal qui peut être super puissant, mais c'est juste après c'est la qualité de ton copywriting en fait, et de ta séquence et de tu vois de ce que Ouais, c'est de ça. l'angle que tu attaques, etc. Parce que je pense qu'avec un très bon angle, etc. Tu et une bonne séquence, tu peux toujours activer le call d'email très efficacement. Mais ça devient de plus en plus dur parce qu'il faut être de plus en plus malin. Tu vois, les mails filtrent de plus en plus, etc. Donc, Ouais. mais très stylé que vous attaquez ça. Et je pense qu'en effet, toi, pour du B2B, c'est un truc que tu peux faire, donc faut en profiter. Et, Alors nous, en fait, on a deux cibles. On fait du B2B et du B2C. En fait, à la ouais. fois, on va cibler le freelance solo qui se cherche un statut, Mhm. et à la fois, on va essayer de faire des partenariats avec des grandes entreprises pour se faire référencer.
Je sais pas Ouais, si tu sais, c'est un peu comme les ESN, je sais pas si tu vois un petit peu comment ça fonctionne, mais ouais, je vois. les grands comptes, là, les grands clients, les Air France, machin, ils ont des référencements en fait. Ils se disent, on bosse avec tel ESN. Bah, c'est un peu pareil dans le portage, tu vois. Ils vont avoir que certaines boîtes de portage de référencés, ils bossent qu'avec ça. Donc le freelance qui veut faire sa mission chez tel client, il y a des boîtes qui sont référencées, il va être obligé de passer par elles. Donc Ouais. c'est aussi un axe qu'on a en fait, c'est de débloquer ce genre de partenariat. Ouais, d'ouvrir le portage à des freelances, grosso modo, qui vont aller chercher un peu leur... Ils savent qu'ils doivent passer. Est-ce que c'est le freelance qui vient vous voir et qui dit, t'as fait chez Air France, ils m'ont dit d'aller chez vous, et du coup, je dois faire une mission chez vous, ou est-ce que c'est plutôt, ils viennent chez vous dans l'espoir de débloquer Air France à un moment ou à un autre? Alors le premier cas, oui, sûr. Le deuxième cas, sûrement que ça doit exister. Je sais pas en proportion ce que ça représente. Mhm. Mais, euh, mais effectivement, on affiche qu'on a des référencements dans nos Ouais, communications. Donc, probablement que ça doit plaire. Mais en général, tu viens chercher du portage quand tu as ta mission, en fait. ouais, Tu ok. te dis pas, je vais contacter ma société de portage. Ou alors, oui, mais dans l'espoir, il y en a beaucoup qui croient que la société de portage va te trouver la mission. Ouais, alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est légalement interdit déjà. Bon, après, tu as le droit d'avoir des partenariats et Ouais, de proposer des missions, mais en mode intermédiaire, de faire des mises en relation. Ça, tu as le droit et c'est un truc qu'on va peut-être bientôt faire. Mais que la société de portage et te donne la mission, ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. ok. Donc, non, non, les mecs qui viennent en général, ils ont déjà leur mission. Euh, oui, ils peuvent être intéressés par le fait qu'on ait des référencements chez certaines grandes entreprises. Voilà. Et du coup, voilà, on adresse les deux, en fait. Mais en B2B, en fait, c'est la prospe comme ça automatisée, c'est délicat parce Sur du que gros tu compte, veux. c'est délicat. Bah ouais, en fait, que tu veuilles faire Ouais. de la prospe sur 50 000 développeurs en France, ok. Tu peux faire des messages assez génériques, ça peut passer. Mais quand tu vas prospecter le DRH de Total, tu fais pas automatiser. Tu fais à la main. Tu fais à la main, tu mets toute ton âme dedans, tu vois. Donc, sur le B2B, c'est un peu compliqué. Je sais pas trop comment on va aborder le truc. Je sais pas si on Ouais. peut faire du volume, tu vois. Bon, après, si Je sais déjà tu pas. peux faire du ciblé et tenter des trucs, c'est déjà bien. Et Ouais, puis avoir la partie plus ouais. globale, B2C, on va dire, où tu fais de la prospe, Là c'est où on déjà va cool, beaucoup quoi. aider le B2B, nous, c'est plus dans, bah, tu vois, sur cette partie marketing opérationnel, comme quoi c'est pas du tout bullshit. C'est que la réalisation de plaquettes, tu vois, que tu vas Ouais. envoyer à tel grand décideur qui va peut-être faire passer ça à son COMEX ou j'en sais rien. Et là, il faut vraiment bien penser ta presse, faut pas être bullshit, faut pas perdre les gens, faut être, voilà, faut bien penser ton truc. Ça, c'est tout un art aussi, tu vois. Là, c'est Ouais. vraiment Dans du la, marketing de te dire, je me mets dans la tête de mon interlocuteur et je mets que les infos importantes et je le perds pas dans des PowerPoint avec des blocs de texte comme ça. Et ça, c'est super délicat aussi, tu vois. ouais, c'est l'aspect où le marketing vient jouer un rôle dans le support pour les sales. Voilà, Ce qui est assez intéressant, c'est la transition un peu marketing-sales. c'est ça. Est-ce que c'est une transition sur laquelle tu as beaucoup d'impact, d'importance? À quel point est-ce que tu collabores avec les sales, toi, de ton côté? Comment c'est organisé vis-à-vis de ça? Bah, là où j'ai un impact, en fait, c'est sur vraiment les messages, en fait. Tu vois, j'arrive à sortir de mon enveloppe, entre guillemets, de quelqu'un qui bosse dans le portage depuis des années, et me mettre dans la peau de quelqu'un qui sait pas ce que c'est encore, tu vois. Et des fois, je tombe sur des messages, comment ils sont formulés. Euh, Souvent, on se rend pas compte qu'on parle comme si on avait quelqu'un en face qui avait ton niveau d'expertise. Mais c'est pas le cas. Tu vois, le portage, c'est pas un concept évident. Ça demande des explications, ça demande un schéma, tu vois, parce que le portage, en fait, c'est une relation avec trois acteurs. Tu as un freelance, tu as une société de portage, tu as le client. Bien comprendre comment ça se goupille, tout ça, quels sont les contrats entre chacun. Qu'entre moi, le freelance et la société de portage, c'est un contrat CDI, mais entre la société de portage et le client, c'est un contrat de prestat, tu vois. Faire comprendre ça en une phrase, c'est pas possible. Ça demande de la pédagogie, ça demande de l'explication. Donc, moi, souvent, je repasse comme ça sur les presses, sur les flyers, même les landing pages, et je me dis, mais là, c'est pas clair, en fait. Quelqu'un qui arrive et qui lit ça, il comprend pas, en fait. Il comprend pas ce que c'est, il comprend pas ce qu'on propose. On est rentré dans le technique trop vite, on est rentré dans le métier trop vite,
et il faut qu'on utilise un langage grand public, en fait. Mhm. Il faut parler en termes simples. Tu vois, le portage salarial, c'est quoi? C'est un statut. C'est une alternative. Tu peux faire auto-entrepreneur, tu peux faire SASU, tu peux faire portage. C'est quoi l'avantage en portage? Bah, c'est que tu as un statut de salarié. Bon, tu restes freelance, tu restes indépendant, mais sur le papier, tu as un statut de salarié, avec tout ce que ça implique. Tu as la protection sociale, ce genre de choses. Mais tu restes indépendant. Ce que je viens de te dire, ça paraît con, ça paraît évident, mais parfois on oublie de rappeler les bases, rappeler la base de ce que c'est du portage salarial, tu vois. Et on rentre tout de suite dans des trucs compliqués. Donc voilà, moi je pense que j'ai cet apport sur ces sujets-là. Maintenant sur le côté plus visuel, par exemple, comment je vais pimper ma presse, ce genre de trucs, je suis pas le meilleur. Donc, parfois, je peux faire des retours quand il y a des trucs qui me choquent un peu, mais on a un directeur artistique dans l'équipe d'ailleurs, quelqu'un qui est beaucoup plus porté sur ces sujets-là. Mais même les personnes qui font une market opérationnelle au jour le jour font des trucs plutôt jolis. Donc voilà. Ok, 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 bah, c'est grave intéressant. Euh, Tu dirais que à l'heure qu'il est, les plans de développement pour le futur, est-ce qu'il y a des canaux ou des choses, des grands virages dans le marketing qui te donnent envie, qui te font peur, genre des changements que tu es en train de préparer ou des adaptations que tu dois avoir vis-à-vis du marché globalement? Dis-moi directement que tu veux me parler de l'IA. Même pas forcément, en fait, je Même me pas. disais peut-être, J'ai cru que tu il y a parlais la de. partie IA, ouais, il y a la Je croyais que partie tu IA, me c'était parlais une de passe D pour la GPT. partie. Ouais. Je croyais que tu me parlais de Non, mais GPT, tu vois. il y a ça, mais il y a peut-être d'autres choses. Tu sais, il y a potentiellement le fait qu'en fait, le portage ou des choses comme ça, peut-être d'un point de vue global, le marché, ça va changer parce que, tu Ah vois, ouais. l'arrivée de la TVA en France, par exemple, ça peut changer un peu des choses ou des strates de contenu, tu vois, peut-être en fait Hmm. à déployer, peut-être des contenus informationnels à ne plus faire, peut-être des strates plus orientées direct, prospe, etc., qui vont avoir plus de valeur dans le futur. Je sais pas, tu vois, mais en gros, je sais que moi j'ai ma strat marketing, je vois à peu près les virages que ça va prendre et les avantages et les inconvénients qu'elle va avoir. Est-ce que tu vois un peu dans ta strat marketing les avantages et les inconvénients? Et parle-nous de l'IA aussi, s'il te plaît, Yanis. Ouais, bah, enfin, je sais pas trop. Alors nous, notre marché, il est très dépendant du marché de l'IT. Mhm. Euh, En fait, en portage salarial, la majorité des freelances qui sont en portage, c'est des gens dans le secteur de l'IT, en fait. Mhm. Pas que ça, mais c'est en majorité. Et du coup, quand le marché baisse, qu'il y a moins de missions pour les freelances, et bah, forcément, ça se répercute sur nous, tu vois. Mhm. Donc, mais j'ai l'impression que c'est assez. En fait, ça va, ça vient. Tu vois, un coup le Ok. marché il baisse, un coup il revient, donc c'est saisonnier, j'ai l'impression. Mhm. Maintenant, des grands changements sur le marché qui vont venir impacter notre strat marketing, je sais pas trop. Honnêtement, tu me poses un peu une colle. Si je vais sur un truc un peu spécifique, il y a effectivement le sujet de l'IA et des LLM Mhm. en tant que Ouais, nouveau clairement. canal. C'est vrai que tout à l'heure j'ai oublié de l'aborder, mais bon, moi je crois pas à la mort du SEO. De toute façon, je n'y croirai jamais. Le SEO vivra éternellement. Mais je vois en fait que c'est un truc qui prend de plus en plus d'importance. Je vois pas dans le traf, mais ça, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur en fait, je pense, d'essayer de mesurer l'impact des LLM en regardant le traf que ça t'apporte. Parce que des fois, tu vas sur ton chat GPT ou ce que tu veux, il te donne une réponse, tu vas pas forcément cliquer sur un lien. Pourtant, il Non, t'aura très fortement influencé dans ton comportement d'achat. tu vas Donc, googler la parce que brand des fois, je vois après, passer des etc. C'est ça, ouais, en fait. bah Ouais. ouais, non, mais C'est je vois des passer signaux des qui sont études. moins mesurables. Ouais, en fait, je vois passer des. En fait, il y a les deux. Il y a ceux qui sont en mode je t'alerte, ah, le SEO c'est fini. Et t'as l'autre côté, c'est non, non, mais c'est bon, regardez telle étude, le traf envoyé par les LLM, c'est 0,5%, vous inquiétez pas. Mhm. Moi, je pense qu'il y a un juste milieu. Et en fait, là où tu peux bien le mesurer, encore une fois, c'est quand tu demandes à ton client que tu viens de signer comment vous nous avez connus. Et ben, j'ai de plus en plus de chat GPT. Pourtant, moi, je vois pas ça sur mes outils d'analyse, sur mes GA4 et compagnie. Mais pourtant, je le vois dans les comment vous nous avez connus. Donc non, non, je pense que on sous-estime à quel point les gens prennent les LLM comme comment on appelle ça, des agents de confiance. Non, je peux plus dire un terme. Mais, Ouais. les LLM sont très trustés, vraiment beaucoup. Donc là, on a commencé à faire des actions pour mieux ressortir sur les requêtes, sur les LLM,
meilleure société de portage, machin, machin. Bon, c'est chiant, on n'a pas les volumes, on n'a pas le Google Keyword Planner des LLM, donc c'est chiant, donc faut le faire au doigt mouillé. Mais bon, t'as des requêtes qui sont un peu évidentes, entre guillemets. Je sais, Ouais. sans avoir de volume officiel d'OpenAI, qu'il y a des gens qui vont taper quelle est la meilleure société de portage, tu vois. Donc forcément, on va aller la bosser, ce genre de requête-là. Voilà. Donc, Ah, moi, en termes tu sais d'acquis, que c'est ta là, requête ouais, bottom funnel, quoi. Tu sais que c'est vraiment ta requête la plus c'est ça. bottom, la plus Ah oui, intéressante. Si t'es premier là-dessus, tu vas être safe, ouais, quoi. c'est ça. C'est cool hein, de sortir quand les gens ils vont taper c'est quoi le portage salarial, que mon site il sorte en source. C'est bien. Mais moi, je veux sortir quand quelqu'un tape quelle est la meilleure société de portage. Ah ouais. Bah oui. C'est là où Là, on voit la différence entre, tu sais, l'aspect génération de trafic, qui est très, il y a beaucoup de gens qui sont très orientés, bon, il nous faut du trafic, il nous faut du trafic, on va perdre du trafic, etc., etc. Et cetera. Et l'aspect de genre, bah, mais si en fait, t'as le point de confiance qui va être GPT, qui a un vrai point oui, de confiance, qui va apporter en réponse ton nom, tu vois, comme numéro un, et qu'en fait, ça permet aux gens derrière, sans clic, sans rien, sans recherche, ils vont juste arriver un jour sur ton site, et ils vont venir et ils vont convertir. Et tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Quand tu leur demandes, ils finiront par te dire GPT à un moment ou un autre, ou peut-être même qu'ils te diront rien. Mais c'est des choses qui sont importantes à mesurer et à avoir en considération de ouf. bah oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, ceux qui ne s'intéressent pas à cet aspect-là d'apport business et qui focus sur le trafic, c'est des gens qui vendent du trafic. Et moi, je Mm. sais qu'il y a des prestations SEO, les objectifs, c'est du traf. Donc, ils Mm. s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent que derrière, ça ait converti, ça ait fait du lead ou pas. Et moi, je suis pas évalué sur ça. Ouais. Bon, encore une fois, on le montre. On fait des reporting, on montre, c'est toujours intéressant. Mais tu vois, moi, par exemple, dans le groupe, alors, on avait 4 sociétés de portage. Mhm. Parce que le groupe dans lequel je suis a fait beaucoup de rachats, beaucoup de croissance Mhm. externe. Donc, on a racheté des boîtes. Et du coup, j'ai récupéré la gestion de ces sites, Ouais. récupéré le SEO. Euh, les sites qui traffaient le plus, c'était ceux qui faisaient le moins de leads. Et mon site Ok. qui traffait le moins, c'était celui qui faisait le plus de leads. Bah, ça annonce la Ouais, couleur. parce qu'en fait, je suis allé voir les mots-clés, tu vois, sur Console, tu connais, on va voir qu'est-ce qui apporte du clic. Et en Ah ouais? fait, tu vois des articles type citation positive, enfin, ok, je vois bien, ça rapporte du travail, du volume. Qu'est-ce Ouais. que j'en ai à foutre? Ouais. Est-ce que ça va m'apporter un client, ça? Non. Donc je préfère mon site qui fait 6K de trafic par mois, mais hyper ciblé, Mhm. que mon autre site qui fait 80K, mais sur des requêtes qui n'ont aucun intérêt business. Tu vois. Mhm. Ouais, clairement, je comprends. Est-ce que t'as peur de l'arrivée de AI Overview en France? Est-ce que c'est un truc où t'as préparé ta direction vis-à-vis de ça en mode il y a un potentiel d'aller perdre du trafic vis-à-vis de ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui te fait pas spécialement peur parce que tu sais que les requêtes sur lesquelles t'es, Ouais. elles seront pas touchées, etc. Ou c'est quelque chose sur lequel t'es prêt, t'as pas peur? Comment ça se Non, passe, toi, j'ai vis-à-vis de pas ça? peur, mais pas pour cette raison. J'espère que je serai touché. Moi, un truc comme ça, je le vois comme une opportunité parce que qui dit AI Overview, nouvel emplacement, dit nouvel algo sûrement. Donc, Mhm. on va arriver sur un truc où il y aura que les vrais cracks qui font de la R&D qui sauront vraiment ce qu'il faut faire pour en sortir. Mhm. Tous les, entre guillemets, les suiveurs, parce qu'en fait, là, en vrai, le SEO, tu peux le splitter. Tu as ceux qui Mhm. font la R&D, qui font les vrais trucs, les tests, et tu as ensuite ceux qui font du SEO un peu scolaire. Je me mets dedans, hein. Moi, je suis dans les SEO scolaires. C'est juste que moi, je sais qui aller voir pour prendre de l'avance. Mais moi, je suis un SEO scolaire, je l'avoue, tu vois, je fais pas de R&D, je fais pas de tests. Mais tous ceux-là, en fait, qui vont continuer à faire des trucs à l'ancienne, ils vont pas se poser les questions pour apparaître sur ces nouveaux trucs, ou pas les bonnes en tout cas. Et donc, en fait, je vais sortir dedans. Je ferai ce qu'il faut pour Mhm. sortir dedans. C'est tout. Et en plus, Ouais, tu sais que probablement qu'à un moment, ils vont foutre du ads dedans. On sortira en ads. les Non, pixels sont j'ai déjà pas peur chauds. du tout. Hein? Préparez là avec plaisir, les pixels sont déjà chauds. Ben oui. Euh, Envoie Google. Envoie tout ce que tu ouais. veux. On va te reverse engineer quand même. On sent que c'est trop bien parce qu'on sent que t'as faim, tu vois, que t'as envie d'aller chercher des nouveaux marchés, de la croissance, etc. Et que tu vois les moments de chaos, entre guillemets, et les grosses disruptions qui arrivent comme des opportunités. Et ça fait vraiment plaisir. Moi, c'est vraiment la vision que j'ai aussi.
C'est peut-être aussi une vision qu'on a parce qu'on n'est pas déjà dans une situation dominante, tu vois. On prend souvent un exemple HubSpot avec son gros blog qui a bien déglomé en termes de trafic. Estimé, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur quand tu vois ça et tu te dis putain, ça serait pas la même si j'étais à la tête de HubSpot et que je voyais mon volume de leads dégringoler un peu plus chaque jour Mm. parce que j'étais le dominant avant ça. Mais dans tous les cas, je pense que c'est plein de nouvelles bonnes opportunités sur la partie IA, LLM et GEO, en effet. Ouais, bien sûr. Ça fait plaisir de voir ça. Ouais. Et puis, il y a des canaux qu'on soupçonne pas, mais en fait, il y a plein de trucs à tester. Tu sais que Spotify fait du ads. Ok, je savais pas. Spotify ads. J'ai pas encore vu les possibilités de ciblage, mais genre, si tu peux cibler au podcast, par exemple. Regarde, moi, je vise des freelances. Je vais viser un podcast d'un Bah mec ouais. un peu IT qui fait des trucs un peu poussés. Ou sur le freelancing, t'as des influenceurs freelancing. Des mecs Ouais. qui te disent libère-toi du salariat, lance-toi en Ouais, freelance. ouais, j'en Tu vas en connais voir trop. sur LinkedIn. Ah ouais, j'en connais plein. Bah ouais, moi c'est de l'or pour moi, ce genre de truc. Ouais. D'ailleurs, je suis en train de mettre en place de la file, de l'affiliation. Pour Affiliation, stratégie proposer. d'influence potentiellement que tu vas mettre en place petit à petit avec ces gars-là, quoi, du coup. C'est ça, C'est c'est genre, ça. Bah, encore un putain. canal que je lance, t'as vu, j'oublie, là j'y pense au fil de l'eau, mais on va lancer de l'affiliation, là. On va aller chercher des partenaires, comme ça, des influenceurs qui ont des audiences de freelance ou de gens qui veulent se lancer en freelance, et on va proposer de l'affiliation. Voilà, il a signé, il a facturé, bah voilà, tu prends tant d'euros. Ouais. Donc voilà, Spotify, tu vas sponsoriser le podcast d'un gars qui parle de ton sujet. Je suis sûr que ça doit valoir que dalle. Spotify, j'imagine que c'est pas très cher, tu vois. En plus, tu peux pas le passer, en fait, c'est chiant. T'es dans tes écouteurs, tu vas pas sortir ton tel pour. Donc en fait, tu vas l'écouter ta pub, tu vois. Tu vas la manger à 100%, mon gars, c'est, voilà. Voilà, voilà. Donc La douce voix ouais, d'Yanis, tu vas l'avoir, c'est sûr. bah oui, bah oui. Donc non, en fait, il y a plein de trucs à tester. Il y a plein de trucs à tester. Et aussi, je rajoute encore un truc, c'est que tu as plein de croisements à faire. Tu vas ramener des audiences sur ton site, tu vas alimenter ton pixel, tu vas alimenter tes audiences, tu vas les retargeter en Google Ads, tu vas les retargeter en Meta, tu vas les retargeter sur LinkedIn. Tu peux faire plein de trucs en fait. Moi, Ouais. là, j'avais bossé tout un schéma là qui te montrait toutes les interconnexions que tu as entre les plateformes, ce que tu peux faire. Telle plateforme, tu peux faire des imports clients. Tu prends ta base de clients, tu la fous dans Google Ads, ça entraîne son algo. Il sait que tes clients, ils ressemblent à ça, c'est tel profil, c'est telle tranche d'âge, c'est tel centre d'intérêt. Il va mieux cibler tes ads, tu vois. Donc, Ouais. bon là, je m'éparpille, pardon, mais Non, mais c'est super intéressant et c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps parce que je faisais une propale honnêtement pour un client qui est sur une thématique qui était très top funnel, donc beaucoup de trafic mais pas beaucoup de conversion, c'était assez sûr, on était conscients tous les deux, donc il me dit ok. Et il me dit pendant cette proposition que il dit l'avantage c'est que ça va me permettre de choper du trafic que je vais pouvoir retargeter après avec du pixel, tu vois. Et il dit parce que moi en pixel je suis très très bon, en ads je suis très très bon, mais je manque de trafic, je manque de ciblage et là ça va me permettre de l'échauffer et c'est un truc que j'avais jamais réussi à valoriser encore jusqu'alors, mais que je pense être super super intéressant parce qu'en fait tu peux aller trouver du trafic qui est déjà qualifié qui va te donner un signal, une intention que tu vas pouvoir aller retargeter après. Et je trouve que c'est justement le rôle d'un resto marketing, c'est justement de voir ces interconnexions c'est ça, au-delà de juste les channels, tu vois, indépendamment, de dire mais c'est attends, mais il ça. y a des interconnexions, on va les lessiver, on va les pouvoir Mhm. utiliser cette action de chez A pour aller l'appliquer chez B, etc. Exactement. Là, si tu prends la responsabilité de l'acquisition au sens large, tu peux pas Ouais, continuer à voir les trucs silotés chacun dans leur coin alors que t'as des interconnexions que tu peux faire et qui vont te baisser ton coût par lead drastiquement, tu vois. ouais, Le mec qui est venu sur ton site, ça se trouve, il te connaît déjà. Et c'est quoi l'étude, elle disait que quelqu'un passe à l'achat, faut qu'il te voit 7 fois ou un truc comme ça. Bon, je sais même pas ouais. si c'est bullshit cette stat ou pas, mais j'imagine que c'est vrai, tu vois. Donc, non, non, clairement, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Faut être bon en tracking, bien paramétrer tes audiences. Ça demande un petit savoir-faire technique, tu vois, sur les plateformes. Mais je pense que c'est vraiment à faire. C'est vraiment à faire. Ok, bah écoute, Voilà. grave intéressant. En plus là, tu vois, c'était la dernière question que j'avais à peu près. On arrive, ça fait déjà une bonne heure qu'on discute, donc c'est grave intéressant. Euh, Est-ce que à la rigueur, tu peux nous laisser un dernier conseil pour les gens qui sont Respo Market et qui ont envie d'activer le SEO, qui l'ont pas encore assez activé potentiellement. C'est quoi ton avis sur le SEO, le conseil que tu leur donnerais une dernière fois pour les autres marketeurs qui sont avec toi maintenant et qui n'ont pas Moi, j'ai encore qu'un sauté le pas seul du SEO. conseil. J'ai qu'un seul conseil à donner. Tous les autres ne valent rien.
Prenez une presta chez Léo Poitvin. Ah. Les gens, Euh, ils vont penser que je t'ai payé après ça, alors que c'est pas le cas, il purée. m'a C'est même pas mon totalement client, payé, quoi. je vous montrerai le virement. Euh, alors un conseil. Alors, qui n'ont pas activé le SEO, après, c'est un peu marché par marché, mais on va partir du postulat que c'est un marché où tu as des mots-clés intentionnels, ce genre de truc. En fait, je sais pas comment on peut faire en sorte que quelqu'un se rende compte de ça, mais quand tu as une bonne position sur un mot-clé intentionnel, déjà, t'as pas qu'une bonne position sur ce mot-clé, tu as des bonnes positions sur des variantes de ce mot-clé. Donc en fait, tu couvres un volume de recherche qui est large. Donc il faut que vous intégriez, si c'est français, qu'il y a un volume énorme avec de la longue traîne sur des mots-clés très intentionnels. Donc vous vous coupez de gens super chauds, super prêts à passer à l'action. Et une fois que c'est en place, c'est gratuit, vous payez plus au clic. Donc en fait, je sais même pas. Enfin, pour moi, c'est tellement évident. Le canal, l'intention dans le SEO, ça change tout. C'est comme pour Google Ads. Quand les gens viennent avec une intention, c'est tellement plus fort que sur les autres canaux. Quand tu vas en outreach, quand tu vas prospecter, quand tu déranges les gens dans leur fil d'actualité Insta, quand les gens déjà ils cherchent un truc, c'est tellement plus fort. Et je pense même qu'il y a un mécanisme psychologique de ouais, c'est moi qui l'ai trouvé, tu vois. C'est moi qui l'ai trouvé, donc j'ai un attachement plus fort. Donc je serais même pas choqué que sur la rétention, après, tu as une meilleure rétention client sur les gens qui viennent du SEO, tu vois. Et en plus, côté branding, côté image de marque, quand tu sors premier sur Google, tu t'obtiens immédiatement une aura de société sérieuse, gens compétents, gens légitimes, que tu as difficilement ailleurs. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous conseille d'activer le SEO et commencer petit à petit. Commencez par quelques mots-clés, voyez ce que ça donne. Mettez pas des budgets de dingue peut-être dès le début. Quand vous allez voir les premiers leads qui rentrent par vos pages SEO, vous verrez. Vous verrez. Vous mettrez plus de moyens. Merci beaucoup pour ces petits Voilà. mots de sagesse, Yanis. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée. Merci à tous de nous avoir écoutés. Passez une bonne journée sur YouTube. Produisez du contenu. Continuez comme ça. Ranquez fort et générez des leads. Voilà. Allez, à plus. Merci Léo, salut.